BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Un numéro que personnellement j'attendais depuis un certain temps. On voulait s'intéresser à Schengen, aux frontières de l'Union européenne, et on voulait se poser cette question: si on rétablit les frontières, qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les conséquences économiques? Déjà au mois de janvier, on s'était dit tiens, on va appeler le Front National, on va leur demander, c'est au cœur de leur programme. Ce serait bien d'avoir ici sur le plateau de 500 millions d'Européens un élu FN pour nous expliquer en quoi ça consiste. Alors on avait appelé l'attaché de presse. D'abord on nous avait dit bon, il n'y a pas de problème, vous aurez quelqu'un. Puis finalement, à cause de réunions, on n'a eu personne cette semaine-là. La semaine suivante, ils étaient tous en voyage. La semaine d'après, ils avaient tous piscine. On s'était dit que les élus Front National, ils voulaient pas répondre à cette question. Et heureusement, après quelques semaines, quelques mois, Bernard Monod est venu sur notre plateau. Bonjour. Quand on m'invite, je viens. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Front National, vous êtes parmi les conseillers économiques de Marine Le Pen et l'un des pères du programme économique. J'ai cru que vous allez dire l'un des pères de Marine Le Pen, l'un des pères du programme économique. Est-ce que dans ce programme économique, la fermeture des frontières, ça fait partie de l'ADN du programme du Front National? Non, pas la fermeture, la régulation des frontières. La régulation des pas frontières. La fermeture. Très bien, on va y revenir. Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour. Vous êtes eurodéputée socialiste. Pour vous, une régulation, une fermeture quasi des frontières, la fin de Schengen, ce serait une catastrophe ou bien on y survivrait? Ça dépend de quelles frontières on parle. Si vous parlez des frontières nationales, c'est une catastrophe. Si vous parlez des frontières européennes, c'est-à-dire du pourtour de l'Union européenne, alors là, moi je ne suis pas contre les frontières. Ça dépend de quoi on parle. Mais si on est européen, on vous dit frontières autour de l'Union européenne. Bon, on va y revenir justement parce que Schengen ne peut fonctionner. Schengen qui fête cette année ses 21 ans de mise en application, et ça avait été signé il y a 31 ans. Effectivement, on a besoin pour que Schengen marche d'avoir des frontières extérieures fortes et dures. On a besoin d'avoir tous confiance les uns dans les autres. Bonjour Jean Quatremer, correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Attendez, on va pas se mentir, c'est pas parce que vous avez Bernard Monod en face de vous que vous avez envie de lui rentrer dedans, évidemment, parce qu'il est Front National. D'ailleurs, vous l'avez dit juste avant l'émission, vous, le Front National, je vais vous rentrer dedans, donc on va voir. Et Bernard Monod qui a été assez soft dans la réponse et qui est dans la mesure. C'est un député Front National soft, on va dire. C'est pas le pire. Hein. Non, il y a pire. Il n'y a pas aux apparences. Non, mais parce qu'il y a des gens qui aboient au Front National, genre Philippot par exemple, lui il a tendance à aboyer. Juste pour être quand même gens assez équilibrés. Schengen, ça ne marche pas. Schengen, ça marche pas pour l'instant. Pour l'instant, on voit bien la porosité des frontières, un manque de confiance entre les pays. Pour que Schengen marche, il faut que chacun joue son rôle et que, on ne se mette pas à fermer les frontières entre nous. Ce qui ne fonctionne pas, c'est effectivement le contrôle aux frontières extérieures. Ouais. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que on a effectivement levé le contrôle aux frontières intérieures sous pression des acteurs économiques qui voyaient beaucoup d'avantages économiques, et on les a vus ces avantages économiques, mais on a refusé de mutualiser le contrôle aux frontières extérieures. Donc on a dû faire confiance aux autres. C'est ce qui s'est passé pour la monnaie unique. On a fait confiance aux Grecs, on a fait confiance aux Italiens, on a fait confiance aux Espagnols. Alors les Espagnols, je vous rappelle que dans les années 90, ils avaient eu d'énormes problèmes d'immigration clandestine, ils l'ont réglé. Il y a d'autres pays qui n'ont pas joué le jeu. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois face à la souveraineté des États, le fait que certains États n'ont pas voulu abandonner leur contrôle aux frontières extérieures. Et ce sont souvent les pays, on va y revenir, les pays souverainistes en Europe qui ne jouent pas le jeu, qui ferment leurs frontières. Du coup, ça renforce la copie des autres mouvements souverainistes au sein des autres États. Bref, c'est un cercle vicieux. C'est la maladie de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle a commencé le chemin, mais elle n'a pas été jusqu'au bout. Donc on est au milieu du gué entre absence de frontières intérieures et pas de contrôle aux frontières extérieures. C'est malin. On va parler des conséquences économiques du rétablissement des frontières. Donc imaginons, parce que le débat est là, c'est l'une des victoires notamment du Front National. Schengen est un peu remué. On rétablit les frontières. Quelles sont les conséquences? Et après, on fait quoi? Voilà le programme de 500 millions d'Européens cette semaine pour réagir. #500ME. Donc Bernard Monod, expliquez-nous pourquoi, selon vous, il faudrait rétablir les frontières au sein de l'Union européenne. Alors déjà, pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'Union européenne n'est pas un État. Des frontières sont mises en place au niveau national. Et comme l'Union européenne, avec 28 États, n'est pas une nation,
Donc ça ne peut pas fonctionner, ne serait-ce que juridiquement parlant. Voilà. Donc on le voit bien depuis 20 ans, c'est un échec total. Les frontières sont des passoires. Tout le monde se compte les uns sur les autres, ça ne fonctionne pas. La Hongrie et l'Autriche ont eux-mêmes déjà monté des murs et des frontières. Donc c'est en train, si vous voulez, de craquer de tous côtés. Alors les frontières sont des passoires. Juste une question pour qu'on avance de manière constructive et ensuite on va donner la parole à Isabelle Thomas. Imaginons qu'on veuille établir une frontière entre la France et la Belgique. D'accord ? Il y a 1500 points de passage différents sur la frontière entre la France et la Belgique. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez des barbelés, des hommes en armes partout ou juste sur les autoroutes ? Comment faisions-nous avant l'Union européenne ? Et est-ce que les frontières étaient imperméables avant l'Union européenne ? Non, elle n'était pas, mais il y avait du contrôle aux frontières, des contrôles physiques, mais aussi a posteriori, c'est-à-dire que tous les systèmes des services publics étaient dressés, si vous voulez, pour contrôler à la fois les passages de personnes, mais aussi les flux de marchandises, de capitaux, etc. Donc c'est à la fois aux frontières, mais également au niveau des services publics, que c'est toute une philosophie, un état stratège qui se met au service de la protection nationale, à la fois économique, sociale, territoriale. Probablement qu'avec nos solutions, il n'y aurait peut-être pas eu de... On va y revenir à vos solutions. Isabelle Thomas. D'abord, Schengen, ça a marché. Et il faudrait d'ailleurs regarder aujourd'hui où nous en sommes, mais ça a marché. Premièrement, on est passé... Ça marche plus trop, mais ça a marché. Ça a marché, ça a marché pendant des années. On est passé de 6 à 22 pays, y compris des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Suisse, qui ont voulu y adhérer. Ça, c'est un point. Deuxièmement, sur le plan économique, ça a été aussi un facteur de dynamisme. Troisièmement, c'est du point de vue de l'opinion publique ce qui a le mieux marché dans l'Union européenne. 62% des Européens sont ravis de Schengen. Quatrièmement, on oublie toujours le volet policier, judiciaire et de sécurité qu'a apporté Schengen avec une grande coopération sur tous ces éléments-là, droit de suite au-delà des pays. Mais justement, ce qui manque, et c'est là où on a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et quand vous disiez, M. Quatremer, qu'on a fait confiance aux États, il faut bien regarder la carte de l'Union européenne. Il faut qu'on soit solidaire avec les États qui sont aux bordures. On demande à la Grèce aujourd'hui de régler à elle seule la question des frontières avec la Syrie. Ça n'est pas possible. S'il n'y a pas de solidarité de l'ensemble de l'Union européenne, si on n'a pas de solidarité et qu'on n'aide pas, c'est pas les Grecs tout seuls ou les Polonais tout seuls, si demain les migrations viennent du Nord, qui va régler ces problèmes. Donc oui, Schengen ça a marché. Oui, là, il y a un problème qu'il faut régler parce que justement, on n'a pas été au bout de la logique et il faut instaurer... Alors, en même temps, c'est intéressant ce que vous dites, Isabelle Thomas, parce que finalement, Jean, c'est le système de l'Union européenne. On parle de l'union économique et monétaire. À chaque fois, on prend la main et ensuite ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à l'avant-bras et jusqu'à l'épaule pour que ça marche. C'est finalement le système européen, c'est ce que reprochent justement les souverainistes à l'Union européenne. De toute façon, c'est la logique de la construction communautaire. C'est-à-dire, soit on décide d'exercer en commun notre souveraineté dans un certain nombre de domaines. Mais vous ne pouvez pas exercer à moitié la souveraineté. C'est-à-dire, il n'y a pas des deux bouts de souveraineté qu'on exerce en commun. Soit on décide effectivement de faire l'Europe et on avait des compétences fédérales, genre ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, il y a un contrôle fédéral des frontières extérieures. Il n'y a pas les États-Unis d'Amérique. Merci de préciser. Mais oui, mais pas les États-Unis d'Europe. Ça vous vient un coup de vieux quand vous dites ça. Absolument. Et il n'y a pas entre les 50 États, vous n'avez pas de contrôle aux frontières entre les États. Voilà, et simplement, et personne ne viendra l'idée de personne de réintroduire entre les États fédérés des contrôles parce qu'effectivement, ça fonctionne bien aux frontières extérieures. Oui, mais c'est parce que c'est une seule nation. Alors je voudrais revenir. Alors justement, parlons d'une nation, la France. Est-ce que avant Schengen, avant 1995, donc date de la signature, enfin de l'entrée en vigueur de la Convention d'application signée en 1990, est-ce qu'il n'y avait pas de terrorisme? Est-ce qu'il n'y avait pas d'immigration clandestine? Est-ce qu'il n'y avait pas d'invasion étrangère? Évidemment pas, parce que vous êtes un homme intelligent, vous n'allez pas me dire le contraire. L'immigration en France ne date pas de 1995 et clandestine encore moins. Salah Abdeslam,
Parlons de Salah Abdeslam, vous savez, un des terroristes du 13 novembre. Il a été contrôlé 4 fois entre Paris et la frontière belge. Donc, est-ce que vous seriez favorable, Monsieur Monod, au rétablissement de frontières entre les départements français? Et je dirais même des octrois à la périphérie de Paris pour qu'on puisse contrôler les identités de chacun. Je serais favorable à l'immigration zéro, car ces gens-là ne seraient pas sur le territoire français s'ils n'étaient pas issus de l'immigration. Ah, mais ça, c'était avant Schengen. Absolument, mais... c'était avant Schengen. Mais moi, la passoire remonte aux années 20. Mais vos amis qui sont au pouvoir depuis 40 ans, que ce soit l'UMP, je suis pas vos amis politiques, excusez-moi. Je suis pas socialiste. Ah non, PS et UMP. Je ne suis ni socialiste, c'est du pareil au même. Très bien, très bien. Donc si vous voulez, le résultat, il est là, c'est que des générations d'immigration sont là et détestent la France. C'est ça le fond du problème. Attendez, non, le fond du problème, en tout cas le fond de l'émission, c'est de parler des conséquences économiques d'un rétablissement des frontières. Donc on ne va pas revenir aux parents de Salah Abdeslam, etc. C'est juste, qu'est-ce qui se passe? Non, mais très bien. Que le contrôle ne sert à rien. Effectivement, mais... Donc là, ça c'est un point. Maintenant, on regarde l'avantage de votre venue tardive en tant que représentant du Front National sur ce plateau, Bernard Monod, c'est que France Stratégie et Jean Pisani-Ferry ont réalisé une étude entre-temps qui est parue il y a quelques semaines et qui chiffrait le commissariat général à la stratégie, à la prospective. Je l'ai écrit parce que... Et qui chiffrait le coût d'un rétablissement des frontières à 1 milliard d'euros par an pour la France à cause du travail frontalier, parce qu'il y a 350 000 Français qui traversent la frontière et à chaque fois en entraînant 10-20 minutes de délai et de temps perdu, en multipliant par le nombre d'heures par 217 jours travaillés par an, etc. Ils arrivent à 250 millions d'euros de pertes. Il y a l'impact sur le tourisme. Il faut quand même rappeler que la France est la première destination touristique au monde avec 83 millions de personnes qui passent au moins une nuit sur le territoire français. Qu'est-ce qui se passerait si il fallait à chaque fois avoir des visas maintenant pour venir en France et autres, si les frontières étaient fermées? Et puis il y a le transport de marchandises. Et donc c'est chiffré à 10 milliards d'euros de pertes en tant que conséquence économique du rétablissement des frontières. Ça, c'est France Stratégie qui le dit. Ils ont fait des prévisions d'un bilan, d'une étude. Mais ils parlent que des problèmes négatifs, mais ils ne parlent pas des gains. Donc moi en général quand je fais un bilan, il y a un actif et un passif. Donc forcément ça va rapporter aussi à court terme voire à moyen terme, c'est-à-dire justement ça évitera les problèmes de terrorisme, d'insécurité. Juste, j'aimerais bien qu'on ressente le débat, le rétablissement des frontières, quelles conséquences économiques? Arrêtons de parler de ces terribles migrants ou immigrants qui arrivent en Europe, qui pourraient nous rendre un fier service dans quelques années avec le déclin démographique, mais vraiment recentrons le débat sur les conséquences économiques. On se retrouve tout de suite après une pause publicitaire. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles. Nous parlons du rétablissement des frontières, de l'hypothétique fin de Schengen. Quelles seraient les conséquences économiques? Pour en discuter avec nous ici au Parlement européen de Bruxelles, Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste, Bernard Monod, eurodéputé Front National, père du programme économique de Marine Le Pen, nous a-t-il dit, et Jean Quatremer, père du blog Coulisses de Bruxelles. C'était intéressant ce que vous disiez aussi, Isabelle Thomas, tout à l'heure, en parlant de la zone Schengen. Il faut dire que tous les pays de l'Union européenne n'en sont pas membres. On peut parler notamment du Royaume-Uni qui ne fait pas partie de Schengen. En revanche, il y a des pays extérieurs à l'Union européenne, comme la Norvège, comme la Suisse, qui font partie de Schengen. Le Front National, lui, voudrait, ça fait partie de ses mesures phares, sortir de Schengen dès que possible, parce que Schengen, eh bien, est responsable des attentats terroristes. En gros, c'est ce que vous nous avez dit. S'il n'y avait pas eu Schengen, il y aurait entre autres France Stratégie de Jean Pisani-Ferry a chiffré le rétablissement des frontières à 1 milliard d'euros de coûts pour la France par an pour des questions de perte de chiffre d'affaires touristique, sur le transport des marchandises, sur le travail frontalier et autres, et à 10 milliards d'euros en termes de commerce extérieur aussi, les pertes que ça engendrerait. Ce protectionnisme, parce que finalement ça c'est au cœur de votre programme, c'est aussi le protectionnisme économique. Comment intelligent, pardon, selon vous, comment peut-on justifier dans un monde globalisé, parce que c'est la réalité des choses, de se refermer sur nous-mêmes? Avant l'Union européenne, avant Schengen, il y avait bien des échanges commerciaux entre notamment les États de l'Europe.
Donc je vois pas quel est le problème. Notre balance commerciale d'ailleurs était Donc le monde ne change pas. excédentaire. Donc là, en 20-30 ans, le monde n'a pas évolué selon le Front National. Mal, dans une mondialisation malheureuse. Mais d'accord, mais quand il a mal évolué... Donc, quand un remède ne marche pas, on le change. Voire on change le médecin quand ça ne convient pas. Donc, si vous voulez, juste pour terminer cette pensée, d'abord, votre étude ne fait pas appel aux gains, c'est-à-dire qu'on parle que des coûts, mais pas des gains. Donc, déjà, je trouve pas ça normal. Deuxièmement, si vous voulez, notre objectif... Il y a aussi des coûts qui manquent, parce que les coûts, par exemple, de surveillance des frontières, tels que vous l'entendez, je pense qu'on est déjà à 3, 4, 5 milliards s'il faut mettre un homme en armes tous les 10 mètres à la frontière. Nous, ce que l'on voit, c'est l'emploi, c'est la désindustrialisation, c'est qu'on constate aujourd'hui. Et puis, c'est aussi la balance commerciale. Depuis que nous sommes dans l'Union européenne et dans l'euro, la France est en déficit de la balance commerciale depuis 2003. Voilà. Donc ça c'est la réalité, ce sont les chiffres. C'est environ, à l'heure actuelle, selon les chiffres Eurostat, pour 2015, 60 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale. Et pour l'Allemagne, l'Allemagne, oui, mais l'Allemagne, nous ne sommes pas allemands, je veux dire. Bon. D'accord. Très bien mais pour les Allemands, ce déficit commercial, on veut rééquilibrer les échanges commerciaux. Mais ça c'est surtout intra-européen. Le déficit commercial de la France, c'est avec les autres pays européens, c'est pas avec le reste du monde. D'où l'objectif d'avoir une euro-monnaie commune pour pouvoir faire sauter ce taux de change fixe entre les États de la zone euro. Isabelle Thomas. Non, mais là on touche un sujet, là on vient au cœur du sujet, parce qu'effectivement, vous donnez l'impression de ne pas avoir vu que le monde avait bougé, ou plus exactement, le monde bouge, donc enfermons-nous à la maison. Effectivement, la mondialisation et l'état économique du monde nous imposent l'Europe. Elle nous impose l'Europe parce que si on veut pouvoir résister, on le voit par exemple avec la bataille sur le LuxLeaks et la fiscalité des grandes multinationales, on le voit avec la pression de la Chine par exemple sur la sidérurgie, on voit bien que les États-nations tels qu'ils ont été conçus et tels qu'ils ont vécu jusqu'au XXe siècle ne sont pas suffisants, ni pour résister à la Chine et à ses menaces de rétorsion sur la sidérurgie, ni pour résister aux multinationales et qui envoient, qui ne payent pas d'impôts dans les États-nations, si on ne se construit pas en tant que puissance européenne, qui puisse dialoguer, j'allais dire, d'homme à homme ou de femme à femme, avec ces grandes multinationales ou avec ces États-continents qui désormais dominent le monde, alors nous allons partir en poussière. C'est ça à mon avis. Et pour autant, ça n'empêche pas, d'avoir des frontières et avoir une forme de commerce protégé au sein de l'Union européenne. Les États-Unis le font très bien, la Chine le fait très bien, l'Inde le fait très bien. Je ne vois pas pourquoi l'Europe ne le ferait pas. Alors, c'est intéressant parce que Bernard Monod... Monod... européen, pas au niveau national. Les États-Unis sont une nation qui sont protectionnistes, notamment avec leur dollar. Mais le niveau national du 19e siècle, cher monsieur, vous aurez beau... On parle du 21e siècle, madame. Justement. Arrêtez de... Mais justement, c'est intéressant, vous parliez du 21e siècle, parce que moi j'ai l'impression que vous arrivez avec des remèdes du 18e. Mais en économie, Jean en économie, il n'y a pas de problème antérieur ou postérieur. De faire de la frontière, je dirais, l'alpha et l'oméga de notre protection, c'est vrai que c'est un côté très 19e. Parce que d'abord, la frontière, ça s'est fixé extrêmement tardivement dans l'histoire, je ne vais pas vous l'apprendre, monsieur Monod, c'est fait très tardivement, et on en a fait un espèce d'absolu depuis quelques temps, c'est assez curieux. Oui, non, mais pas seulement. Ça s'est fait très tardivement. Oui, mais il y a eu des grands succès, genre la ligne Maginot par exemple. La ligne Maginot était un succès dont nous pouvons être fiers. En tous les cas, la frontière comme remède par exemple au terrorisme ou à la sécurité, c'est une vaste plaisanterie. Je veux dire, sinon vous n'auriez pas eu la fraction armée rouge, les brigades rouges, l'ETA en Espagne, l'IRA en Irlande du Nord et en Angleterre, etc. Je veux dire, le terrorisme est essentiellement local, il n'est pas d'importation et la frontière n'a jamais empêché, par exemple, l'IRA d'aller se former en Libye et de revenir en Angleterre commettre leurs attentats. Deuxième point. C'était précisément pour des questions de frontières aussi qu'il y avait du terrorisme. Pour des questions, souvent, bien sûr, les frontières causent du terrorisme. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est la vision qu'on a de Schengen. C'est une vision qui est complètement hallucinante. Parce que moi, je me rappelle au moment, parce que moi qui suivis, monsieur Monod, dès 1984, l'accord de Sarrebruck qui allait mener à l'accord de Schengen, etc. Moi, ce qui me choquait à l'époque, c'était tout le dispositif sécuritaire en échange de l'abandon des contrôles fixes aux frontières. Contrôle fixe, quand vous parlez aux policiers, moi je parle beaucoup aux policiers et aux douaniers, ils se marrent en disant ça sert à rien. Et donc, ce qui arrivait avec la suppression, je dirais, nominale, on va dire, du contrôle aux frontières, c'était toute la coopération judiciaire et policière derrière. Et en fait, ce qu'on a fait avec Schengen, et de ce point de vue-là, Schengen, vous devriez être un soutien, mais fanatique, c'est qu'on a étendu la frontière à l'ensemble du territoire européen. En fait, en réalité, la frontière française s'arrête pas au passage.
passage de la frontière. Et on peut être contrôlé sur 50 km. On peut faire l'objet de poursuites de part et d'autre des frontières. On a créé c'est une grâce à couche de Schengen. protection supplémentaire. Voilà, mais c'est plus qu'une couche de protection. Et grâce à moi, je ça, suis un pragmatique, je vois les résultats, c'est une catastrophe. mais non, il y a pas. Voilà, votre politique que vous menez depuis 20-25 ans est une catastrophe. Non, mais que vous soutenez. Alors, Je suis pas politicien. D'accord, mais vous n'êtes pas impliqué, mais en attendant, vous soutenez les idées. Bon. Non, Donc, vous monsieur, voilà. Allez-y, Donc, Bernard si vous Monod. voulez, moi, je pose la question, pourquoi toutes les grandes puissances économiques dans le monde, devant nous, ont toutes leurs frontières nationales? Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, la Russie. Alors, vous allez me parler de l'Allemagne, mais l'Allemagne, aujourd'hui, ils font cavalier seul dans l'Union européenne. L'ensemble des 18 pays sont tournés vers l'Allemagne. Donc, voilà, je vous pose la question, pourquoi ils utilisent tout la plus grande arme de protectionnisme, si vous voulez, c'est la monnaie. Or, les Américains n'arrêtent pas, les grandes puissances n'arrêtent pas de faire de la dévaluation compétitive. C'est ce qu'on a fait aussi. Justement, mais non, vous avez subi une dépréciation. Ça n'a strictement rien à voir. Bon. Et en plus de ça, c'est pas vous, monsieur, c'est la BCE, puisque la BCE est indépendante. Donc, vous voyez, je vais dans votre sens. Mais le quantitative easing a permis de faire baisser l'euro. Aujourd'hui, l'euro est faible, les taux d'intérêt sont négatifs, tout va bien. Voilà, il manque juste de faire sauter le taux de change fixe au sein de la zone euro et tout ira très bien, comme aux États-Unis. Mais sur les conséquences comme au économiques, Royaume-Uni. sur les conséquences économiques, c'est intéressant. C'est que Schengen, pourquoi est-ce qu'en 84, l'accord de Sarrebruck, puis 85, l'accord de Schengen, pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée-là? Vous pensez que Helmut Kohl ou François Mitterrand, c'était des espèces de Woodstockiens, les cheveux longs, des fleurs dans les cheveux, en train de fumer des cigarettes qui font rire? C'est des gens qui n'étaient pas du tout comme ça. C'est des gens hyper sérieux. Alors peut-être pas Mitterrand, mais au moins Helmut Kohl. Et il fait ça pourquoi? Parce que Pour servir les lobbies. Non, parce qu'il y a une. Attendez, parce que simplement, les acteurs économiques. Les acteurs économiques sont demandeurs. Parce qu'ils perdent du temps aux frontières. C'est compliqué, les dédouanements, ça a des coûts, ça renchérit le trafic la rentabilité est prioritaire à la sécurité. Mais vous avez raison, c'est parce que derrière, il y a de l'emploi. Vous préférez des chômeurs en sécurité. Et il y a de la sécurité. 27 millions de chômeurs réels dans l'Union européenne, 21 en zone euro. 6,5 en France. Formidable. Vous dérivez simplement. Ce que je dis simplement, c'est que les acteurs économiques ont bénéficié de la suppression des frontières intérieures et cela a créé de l'emploi. Par exemple, les frontaliers, 500 000 travailleurs frontaliers, 500 000 travailleurs frontaliers ont été créés depuis 1995. 500 000. Et c'est où? C'est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est en Lorraine, c'est les parties qui ont été touchées par la crise économique. Alors c'est bien beau de dire, on va rétablir les frontières, il n'y aura pas de sécurité. En même temps, Isabelle Thomas. C'est pas le rétablissement. Et le reste du pays, vous C'est pas le rétablissement des frontières qui va créer des emplois. Faut arrêter. Non, ça évitera de perdre, madame. Donc, non, justement, c'est là où je voudrais discuter avec vous. Si vous d'avoir voulez des bien. travailleurs détachés qui viennent des pays. C'est difficile de discuter avec vous, mais c'est là où je voudrais discuter avec vous, parce que justement, je pense moi que nous avons intérêt à avoir, par exemple, un plan d'investissement qui soit large et européen, un plan anti-chômage qui soit large et oui, non, mais c'est pas suffisant. Mais on a intérêt. Ce que je veux dire, c'est que l'économie aujourd'hui, c'est là où il y a vraiment un problème. Elle n'est plus nationale. Il faut que vous intégriez ce phénomène. Mais elle était déjà internationale, madame, avant l'Union européenne. Oui, mais elle est de Nous commercions depuis 1000 ans en France. Regardez, vous parliez des grandes puissances tout à l'heure. Vous parliez des grandes puissances. Et effectivement, aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Parlons du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas une puissance économique, enfin. On arrive au terme de ce débat. Vous disiez tout à l'heure, Bernard Monod, que France Stratégie n'a fait que calculer les coûts d'un rétablissement des frontières. Est-ce que vous seriez, je vous lance un défi, est-ce que vous seriez capable de calculer pour une prochaine émission les gains d'un rétablissement des frontières? Il faut qu'il nous donne le détail économétrique de son étude. Eh bien, je l'ai, je peux vous le donner. Ça m'intéresserait beaucoup d'évaluer les véritables gains. Toutes les données économétriques. On fait ça? On peut travailler. On fait ça, Bernard Monod? Absolument. Dans quelques semaines, mesdames et messieurs, Pas semaines, ça c'est vous qui. Dans quelques mois, on peut dire, Bernard Monod, on peut dire ça? Le temps de travailler, je ne sais pas combien de temps ils ont mis. Dans quelques mois, je vous transmettrai, et éventuellement on pourrait faire une émission avec Jean Pisani-Ferry de France Stratégie, et on regardera ça, et c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, il n'y a que les coûts qui sont chiffrés dans cette étude, eh bien, vous pourrez venir avec les gains. Bernard Monod, Isabelle Thomas, Jean Quatremer, vous restez avec nous. Nous allons être rejoints par Maya Dlabaume de Politico pour ses coulisses de l'Europe et par Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International pour sa revue de presse européenne. À tout de suite après le journal. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès. Voilà, merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Dans la première demi-heure, nous parlions du rétablissement des frontières potentielles en Europe avec Schengen bien mal en point. On a tenté d'esquisser les conséquences économiques. Finalement, il y aura un tome 2 prévu pour dans quelques mois avec Bernard Monod qui va nous chiffrer les gains pour la France, peut-être pour l'Europe, mais a priori pour la France, du rétablissement des frontières. Je suis très curieux de voir ça. Bernard Monod qui parlait d'un protectionnisme intelligent, d'un protectionnisme économique intelligent. Jean Quatremer, finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une contre-offensive européenne qui dirait qu'il faut une Europe intelligente? Ça serait une bonne idée. Je réfléchissais là à l'instant. Mais l'Europe pourrait être intelligente si vous aviez, si elle n'était pas gérée par 28 chefs d'État et de gouvernement médiocres. On a le sentiment que en mettant 28 médiocres, mais j'assume complètement ça, la guerre de François Hollande. Si vous mettez 28 médiocres dans une même salle, il va pas en sortir un génie. Excusez-moi, mais il y aura 28 médiocres. Médiocrité. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. De soumission, Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste, qui vient en aide à François Hollande. Médiocrité, pas du tout. C'est une question d'un. En aide à Angela Merkel. Effectivement, ce sont 28 chefs d'État, comme vous le disiez, et donc 28 nationalistes. Vous devriez être content, Monsieur Monod. Ce sont 28 nationalismes qui s'expriment au Conseil. Nous sommes pas et ce n'est pas du tout. Mais vous êtes nationaliste, pardon, vous défendez la nation. Et donc, la question n'est pas de savoir s'ils sont médiocres, la question est de savoir effectivement comment s'exprime la démocratie européenne et non pas comment s'expriment les nations au sein de l'Union européenne. Je pense que... Donc ce sont les électeurs qui sont médiocres? Non, j'ai dit l'inverse. J'ai dit la question est de savoir comment la démocratie se construit au niveau européen, puisque aujourd'hui, ce sont les gouvernements et donc les nations qui s'expriment et elles décident à l'unanimité. Exactement. Et ça ne peut pas être une construction intelligente d'un cadre commun et d'un cadre... Il fallait y penser avant. Mais il fallait y penser avant, je ne sais pas aller, moi, quand ça s'est construit l'Union européenne. Vous n'avez pas pensé à tout à l'époque? Voilà. Parce que les États, ce sont les États qui ont pensé, c'est la construction des États. Imaginez aux États-Unis qu'à la place de Barack Obama, les États-Unis soient dirigés par l'Assemblée des 50 gouverneurs des États américains qui décident à l'unanimité. C'est ça l'Union européenne. Et ça fonctionnerait pas. D'ailleurs, au tout début, avant, justement, au moment de la déclaration d'indépendance des États-Unis, au tout début, ils décidaient à l'unanimité. C'est pour ça que le système était bloqué. À l'époque, ils n'étaient pas 50, ils étaient 11. On pourrait faire une émission là-dessus. Très bonne idée. Ce serait pas mal. Tiens, on fait ça, une émission historique avec Papy Jean. Bonjour Maya de la Baume. Bonjour Yann-Anthony. Vous êtes avec nous de Politico. On est heureux de vous retrouver. C'est vrai que les téléspectateurs, attention, il n'y a pas que des auditeurs de 500 millions d'Européens, il y a aussi des téléspectateurs et aujourd'hui vous pouvez, on va demander à David le réalisateur un plan large, vous pouvez régler votre moniteur parce qu'on a un feu tricolore sur le plateau. On a donc Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste en vert et Maya de la Baume en rouge. Maya, de quoi allez-vous nous parler dans vos coulisses de l'Europe aujourd'hui? Du nouveau service de chauffeur pour le Parlement européen, qui est une des mesures de sécurité prises à la dernière session parlementaire. D'accord, le nouveau service de chauffeur qui, visiblement, on n'a pas l'impression que c'est une priorité comme ça, mais il y avait... C'est un sujet important. Voilà, Bernard Monod dit que c'est un sujet important. Et puis on sera rejoint également par Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, qui va nous emmener, on va reparler avec lui de Schengen, il va nous emmener en Suisse, on va parler de prostitution, tiens Jean, ça pourrait vous intéresser. Il va nous emmener en Espagne et puis on va parler aussi du Royaume-Uni. Voilà le programme de 500 millions d'Européens pour réagir à #500 ME. BFM Business, avec 500 millions d'Européens pénétrés dans les coulisses de l'Europe. Comment tu sais que je me prostitue, vient de me dire Jean pendant le jingle. Maya parle pendant l'émission, de même que Bernard Monod. Décidément une émission assez agitée. Alors tiens, justement, vous vouliez la parole, Maya de Politico. Allez-y, parlez-nous de ce service de chauffeur au Parlement européen. Alors c'est un vote en fait qui est passé un peu inaperçu à la dernière session plénière de Strasbourg, mais le Parlement maintenant se dote d'un service de chauffeurs, d'un service interne, puisqu'avant c'était des contractuels, et maintenant il y aura toute une flotte de chauffeurs pour les parlementaires. Alors c'est une mesure de sécurité puisque toutes les institutions ont pris des mesures de sécurité. 110 chauffeurs au total. Après les attentats. Ouais, mais le Parlement maintenant a demandé va recruter 300 chauffeurs. 300 chauffeurs. Ouais. Donc c'est une mesure de sécurité qui a été, voilà, toutes les institutions ont pris des mesures de sécurité. Alors le Parlement a pensé aux chauffeurs, qui est
voilà, une mesure comme une autre. Après, c'est tout ça pour la modique somme de 10 millions d'euros, donc c'est quand même pas si mal. Et voilà, ça s'est fait beaucoup. Alors on a parlé un peu de rumeurs comme quoi il y avait eu des chauffeurs qui auraient été attrapés parce qu'ils avaient du matériel de propagande de l'État islamique. Bon, ça, voilà, c'était Spiegel qui l'avait sorti à l'époque. Je ne sais pas si la mesure. Donc c'est la presse allemande qui s'est fait l'écho de cette information, disant que 2 personnes d'une société extérieure, donc le prestataire pour les chauffeurs du Parlement européen, avait 2 personnes qui eh bien, avaient des CD faisant à la gloire de Daesh dans leurs affaires personnelles. Ils ont été d'ailleurs voilà, licenciés et il y a une investigation policière qui a été menée justement là-dessus. Mais après, cette mesure-là, elle est liée surtout aux mesures de sécurité antiterroristes. Pourquoi, Maya? Quel est le lien entre le créer un tel service et les mesures de sécurité? Mais parce qu'en fait, avant, les chauffeurs étaient des contractuels. Donc non contrôlés. Non contrôlés. Et là, il y aurait un screening de sécurité. Ce que je veux dire, pardon, mais en fait, il y avait déjà les chauffeurs dont vous avez parlé, sauf que la différence, c'est que c'était un marché externe, donc un appel d'offres avec exactement les mêmes prestations. D'ailleurs, vous parlez privé, vous parlez de 10 millions, mais je ne sais pas combien ça coûtait avant. Ce qui est intéressant, on était de l'ordre de 7 millions d'euros avant, voilà, et le fait d'internaliser ce service, eh bien, coûte 3 millions de plus. C'est ça. Donc c'est pour ça que je le reprenais, c'est pas 10 millions. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le gap entre les deux. Bon. Après, il y a l'aspect sécurité, il y a un autre aspect aussi dont on ne parle pas, il y a l'aspect social. C'est-à-dire qu'il s'est avéré qu'on a pu constater des amplitudes horaires, des choses comme ça. Alors bon, c'est pas forcément ce qui a fait prendre la décision, mais il y avait aussi ce point-là d'une autre forme de sécurité. L'amplitude horaire du travail, par exemple, pour un chauffeur, c'est un problème. D'accord. Donc ces chauffeurs, donc le Parlement européen qui a émis une petite annonce, donc ils cherchent là 110 dans un premier temps, 110 chauffeurs 300 en tout pour 1 900 euros bruts par mois. Donc si ça intéresse certains auditeurs ou téléspectateurs de BFM Business, pourquoi pas de promener Isabelle Thomas ou encore Bernard Monod ou Marine Le Pen ou Rachida Dati. C'est un vrai souci. Alors peut-être qu'au départ, c'était les amplitudes horaires. Ensuite, il faut dire, Maya l'a souligné, c'est la presse allemande, ça n'a pas été vérifié, qui a dit qu'il y avait 2 chauffeurs contractuels chez lesquels on avait retrouvé du matériel de propagande de Daesh. Ce qui est avéré, c'est que c'est l'Ashraoui, c'est ça, l'un des kamikazes des attentats du 22 mars ici à Bruxelles, a travaillé parmi le personnel d'entretien 2 étés de suite en 2009 et 2010 au Parlement européen. Quand on voit comment sont contrôlés les journalistes lorsqu'ils entrent dans ce bâtiment et comment effectivement sont contrôlés le personnel d'entretien ou des assistants parlementaires qui ne passent aucune barrière de sécurité, enfin, alors qu'ils travaillent par exemple pour des groupes néo-nazis en Hongrie, exemple, qui sont quand même un peu plus dangereux que les journalistes, ça c'est un sujet. Donc moi le vrai sujet, c'est ce service des fonctionnaires. Je suis désolé. Alors là, en quoi les députés européens ont besoin de voitures avec chauffeur? 10 millions d'euros. Mais on ferait mieux de consacrer ces 10 millions d'euros à payer de la traduction et de l'interprétation. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, mais qu'on fasse le nettoyage à l'Assemblée nationale et au Sénat en France, les taxis, et que faites du vélo, prenez les transports en commun. En l'occurrence, je peux venir en vélo. À l'INA, ça aurait été mieux d'avoir un service de chauffeur. Mais à la limite, qu'ils prennent des taxis pour aller à l'aéroport, etc., je peux l'imaginer, ça très bien. Mais quand il sera réparé après les attentats. Quand il sera réparé, effectivement, en tous les cas sur Bruxelles. Mais quand on voit par exemple des parlementaires européens qui prennent une voiture avec chauffeur pour aller du Parlement au centre-ville à Strasbourg, je suis désolé. Outre que c'est pas bien pour l'environnement, ça consomme, c'est vraiment, pour quelle raison tous nos députés ont été besoin de à moins qu'on mette le Parlement à Strasbourg, c'est peut-être une solution. Bon, ça se discute. Isabelle Thomas, vous seriez d'accord pour qu'on élimine ce service de chauffeur et qu'on mette les 10 millions? Il y a des évaluations à faire. On n'a pas de chauffeur. Voilà. Donc finalement, le fond du problème, ce sont ces journalistes qui tapent sur le service des chauffeurs du Parlement européen parce qu'il suffirait de leur donner un chauffeur. Et Bernard Monod, qu'on va passer du privé vers le public, ce qui prouve bien que le service public est très important puisqu'il y a une réintégration de la prestation. En l'occurrence, le service public européen. Mais en tout cas, c'est le service public. Très bien. Bon, tout de suite. Et deuxième chose, il va y avoir un recrutement avec discrimination à l'embauche, puisque visiblement les islamistes sont visés.
Ah bah, les islamistes, oui. Les musulmans, non, mais les islamistes, a priori, oui, et peut-être... Les islamistes que vous avez fait rentrer à tour de bras. En tout cas, au Parlement européen, il n'y a pas, en tant qu'élu, il n'y a pas vraiment de discrimination à l'embauche parce qu'il y a des lascars de toute l'Europe qui peuvent et qui ont la liberté d'expression totale ici au Parlement européen. Et par exemple, des Polonais qui font le salut nazi dans l'hémicycle, etc. Parfois, il pourrait peut-être y avoir aussi un screening à l'entrée de l'hémicycle. Tout de suite, la revue de presse européenne. BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse. Il nous rejoint depuis la rédaction de Courrier International à Paris. Bonjour Éric Scholl. Bonjour Yann Anthony. Alors, direction la Suisse. La presse suisse n'est pas tendre avec le système Schengen dont il était question dans la première partie de l'émission. Schengen passé au crible et qui apparaît comme le filet troué de l'antiterrorisme européen. Oui, Richard Verly revient dans le journal suisse L'Hebdo sur les difficultés qu'il a fallu surmonter pour adopter le PNR. Mais son analyse ne se limite pas au PNR. Il passe aussi en revue les différents mécanismes prévus par Schengen et il pointe du doigt à cette occasion les failles existantes. Par exemple, l'incapacité des Européens à rendre plus efficace le SIS. Vous savez, c'est ce fameux système d'information Schengen. Aujourd'hui, le SIS, explique Richard Verly, c'est une base de données percluse de bugs malgré près de 500 millions d'euros d'investissement en 10 ans. Autant dire, pour ce L'Hebdo, une béquille trop fragile face à la nature des menaces terroristes et à l'agilité de la criminalité transfrontalière. Bernard Monod, juste sur le PNR, vraiment en un mot, vous, le Front National, vous étiez contre. Contre. Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est liberticide, c'est inefficace, et puis c'est un orwellien, c'est-à-dire que vous ouvrez toutes les données européennes aux Américains qui vont nous surveiller sans aucune efficacité réelle, puisqu'on sait bien que les djihadistes ne passent pas par les voies aériennes. Mettre fin à la liberté et par la filière de... Mettre fin à la libre circulation, c'est pas liberticide ? Pas du tout. Un contrôle, c'est pas mettre fin, c'est vous faites un contrôle, une régulation. Vous savez, une barrière, ça se lève et ça se rebaisse. D'accord. Bon, Jean ? Je partage complètement l'analyse de monsieur Baron. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que vous êtes d'accord dans cette émission. C'est un fichier à la fois liberticide, parce que qu'est-ce qu'on veut faire ? On va surveiller l'ensemble des mouvements de tous les Européens, soi-disant pour retrouver quelques centaines qui sont déjà identifiés. La plupart d'entre eux sont déjà identifiés. Donc je suis désolé, je veux dire que les services fassent leur boulot, qu'on donne des ordinateurs aux policiers quand ils vérifient une identité. Je veux dire, les contrôles d'identité aujourd'hui en France, c'est une vaste blague. Ils regardent leur carte d'identité et ils vous laissent passer sans la passer dans un ordinateur. Comme je dis, vous avez la liste de tous les fichiers S dans votre... Les femmes voilées, c'est en général difficile. Bon, et en tout cas, le PNR, c'est pas sûr qu'il va marcher parce que le 6, il y a des difficultés. C'est ce que vient de nous expliquer Richard Verly en Suisse et Éric Scholl. Et de toute façon, tous les fichiers ont des... Vous appelez Isabelle Thomas, vous, maintenant. Mais tous les fichiers ont des problèmes, je veux dire. C'est pas... Isabelle Thomas. Isabelle Thomas. Le PNR, je souris parce que la presse a incendié, la presse française notamment a incendié le Parlement européen parce qu'il résistait non pas sur le PNR, je dis la presse française. Vous ne représentez pas toute la presse française, que je sache. Mais en tout cas, la presse française a incendié le Parlement parce que simplement le Parlement voulait que la directive protection des données soit validée en même temps pour que justement l'aspect liberticide dont vous parliez soit protégé. Bon, quant aux commentaires, c'est très intéressant le commentaire qui vient d'être donné parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils reprochent les Suisses ? Ils ne reprochent pas qu'il y ait Schengen. Ils reprochent, là aussi... Qu'il y ait l'Union européenne ? Non, ils reprochent, écoutez bien ce qu'il a dit, ça changera, ils reprochent justement qu'il y ait des failles dans le système, c'est-à-dire qu'on ne soit pas allé assez loin et que notamment le système informatique ne soit pas suffisamment, performant. Voilà, c'est ça. En gros, l'Europe ne marche pas si on ne va pas jusqu'au bout. En tout cas, si on ne va pas plus loin, jusqu'au bout. Après, la question... Ça, je suis d'accord. Tiens, Éric Scholl, décidément, la semaine dernière, déjà, vous nous parliez d'Emmanuel Macron, mais cette fois, vous nous parlez d'Emmanuel Macron, vu d'Allemagne, en créant un mouvement au-dessus des partis. Macron peut dépoussiérer les vieux schémas de la politique française, sans enthousiasme, un quotidien allemand.
Oui, la Süddeutsche Zeitung prend fait et cause pour celui qu'il qualifie de jeune star de la classe politique parisienne, celui justement qui va permettre d'en finir avec, je cite, les rituels rouillés de cette démocratie de camp qui paralyse le pays et explique en partie qu'un Français sur 4 soit séduit par les slogans du Front National. Alors non, Macron n'est pas un révolutionnaire, prévient le quotidien de Munich, qui voit une grande ressemblance avec Alain Juppé. Le journal allemand y va de son pronostic. Le plus probable, assure-t-il, c'est qu'Alain Juppé se retrouve à l'Élysée en 2017. Mais qui sait, peut-être qu'il recrutera Macron comme premier maître, c'est-à-dire comme Premier ministre. Ce serait un couple de rêve pour des réformes, peut-on encore lire dans la Süddeutsche Zeitung. Bon, un couple de rêve pour les réformes, Juppé, Macron. Il y a des gloussements ici, tiens, Eric, sur le plateau. Sans transition, on va faire plaisir à Jean Quatremer. Prostitution, oui, la France a raison de pénaliser les clients, c'est ce que on lit dans la presse espagnole. Oui, car selon El País, il n'y a plus de débat. La prostitution est une activité dégradante qui va bien souvent de pair avec la traite des êtres humains. Alors de ce point de vue, écrit le journal, la décision française, si elle ne va pas franchement vers l'abolition du commerce sexuel, vise à tout le moins à le limiter. Toutefois, El País atténue ou en tout cas relativise l'effet de cette loi. La pénalisation du client s'en prend uniquement à la prostitution dans sa partie visible et non lorsqu'elle se fait plus discrètement via Internet, rappelle le journal. Et par ailleurs, ce ne sera pas une mesure facile à appliquer puisque le client doit être surpris en flagrant délit, précise-t-il malgré tout. La loi française va dans le bon sens, insiste El País. Donc c'est une question qui a été traitée et adressée par le Parlement européen. On légalise la prostitution aujourd'hui? On légalise? C'est ce qu'est en train de faire. On condamne les consommateurs, mais on légalise quelque part la prostitution en France. C'est parce que en Europe, vous avez besoin, au niveau du modèle ultralibéral, de calculer le PIB en incorporant l'activité de prostitution, la drogue et la contrebande. Vous voyez, donc tout est lié, y compris en économie. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on arrête de poursuivre les filles qui se prostituent, les femmes qui se prostituent, qui sont victimes du réseau de prostitution, et qu'on s'en prend aux consommateurs, ce qui est quand même une bien meilleure idée. Parce qu'auparavant, le consommateur n'était pas pénalisé, et en revanche, les filles qui étaient obligées, souvent qui étaient issues quand elles étaient violées, doublement victimes. Et Sarkozy, de ce point de vue-là, avait fait une erreur dramatique en pénalisant la prostitution. Donc je trouve que c'est un grand progrès. Voilà, merci beaucoup Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste, d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci beaucoup Maya de la Baume de Politico de nous avoir rejoints. Merci Bernard Monod du Front National. Donc on a pris date pour un prochain rendez-vous avec votre étude chiffrée sur les gains d'un rétablissement des frontières pour la France. Ce sera très intéressant et donc une exclusivité, 500 millions d'Européens pour BFM Business. Jean, vous serez là pour commenter? Toujours, moi, tu es fidèle au poste, vous remarquerez. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci aux équipes du Parlement européen pour cette émission. Merci à Alexandre Rougier pour la préparation de ce nouveau numéro. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons la semaine prochaine de l'influence de la France en Europe. Vaste sujet, pas si vaste, grand sujet, mais pas si vaste que ça finalement. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business. Merci. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.